Dans le cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux oscillateurs amortis et plus particulièrement les oscillateurs amortis dans le cadre de régimes forcés. Alors un régime forcé, qu'est-ce que c'est? On va essayer de définir ça de manière un tout petit peu complète. Alors déjà, je vous rappelle qu'un oscillateur, on peut prendre sa petite cigogne, vous avez ici un ressort, vous l'accrochez là-haut et puis l'oscillateur va simplement être l'oscillation de la petite cigogne du fait du ressort. Et si on attend suffisamment longtemps, vous allez voir que ces oscillations vont avoir tendance à être amorties, c'est-à-dire que l'amplitude va être de moins en moins importante. Bon, comme il y a relativement peu de frottement, ça va prendre du temps, mais globalement, vous savez que quand vous laissez osciller un truc, une balançoire par exemple, elle finit par s'arrêter dans sa position d'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que le régime forcé? Le régime forcé, c'est de se dire, si jamais je secoue un petit peu à une extrémité, il peut se passer des choses intéressantes, et notamment là, vous voyez que l'amplitude des oscillations augmente beaucoup du fait de ces oscillations forcées. Alors, je peux m'amuser à bouger beaucoup plus vite. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'amplitude des oscillations ne sera plus tellement importante. Et d'ailleurs, ça n'est pas la même fréquence que celle que j'impose, parce que vous avez la fréquence propre de votre système. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir la petite cigogne qui a la même fréquence d'oscillation que ce que j'impose au-dessus. Condition que je garde bien la même fréquence. On peut voir ça aussi, par exemple, si j'impose des fréquences d'oscillation très basses, là vous voyez qu'elle monte en même temps que ma main, elle redescend en même temps que ma main, elle remonte en même temps que ma main, etc. Et là, hop, quand je donne une excitation, donc je bouge pas beaucoup, hein. Vous voyez que ma main elle bouge pas énormément, mais elle bouge avec juste la bonne fréquence et vous observez ce qu'on appelle une résonance. Donc tout le but du cours d'aujourd'hui va être de décrire comment est-ce qu'on peut obtenir un système pareil et de s'intéresser à ce qui va se passer lorsqu'on essaye de résoudre les équations différentielles qui correspondent à ce système. Alors, on commence par essayer de définir ce qu'on appelle le régime sinusoïdal forcé et de mettre en avant l'importance que va avoir ce régime sinusoïdal forcé, parce qu'on peut se dire que c'est très particulier d'exciter un système de manière sinusoïdale, mais en fait, on va voir que ça va nous permettre de représenter tout type d'excitation périodique d'un système. Donc, la définition de votre régime sinusoïdal forcé, la définition, ça consiste en fait dans vos équations différentielles à rajouter dans le second membre un terme sinusoïdal. Donc, consiste à rajouter dans le second membre des équations différentielles un terme sinusoïdal. Et ce terme sinusoïdal, votre équation différentielle va répondre naturellement pour l'intégrer dans la solution, il va faire partie de la solution, et vous allez avoir une solution qui aura tendance aussi à osciller principalement avec ce terme sinusoïdal. On a plusieurs manières de faire ça. Selon que l'on parle électricité ou mécanique, dans ce chapitre, on va justement faire la jonction entre ce qu'on a vu en électricité et ce qu'on a vu dernièrement en mécanique, voir qu'en fait, les équations différentielles et les méthodes de résolution vont revenir exactement aux mêmes. Donc, vous allez pouvoir tomber sur des oscillateurs forcés, que ce soit en électricité ou en mécanique. Donc, plusieurs manières de le rajouter. En électricité, ça va être un rajout d'un générateur en alternatif, un générateur de tension alternative, donc un GPF, en mode sinusoïdal. Vous pouvez en mécanique secouer, on a un secouage d'une extrémité d'un ressort, donc secouage bien sûr sinusoïdal d'une extrémité d'un ressort. Et puis, vous avez tout autre
toute autre manière de procéder. Par exemple, les sismographes marchent par excitation sinusoïdale. Vous prenez la boîte du sismographe et puis vous la secouez, donc qui correspond à la secousse, donc la terre qui tremble tout autour, et puis vous allez avoir à l'intérieur votre système qui va bouger et qui va écrire sur une feuille de papier qui est en train de tourner. Bref, tout un tas de manières de voir. Vous verrez des tas d'exercices avec des tas de situations différentes, et pour autant, toutes ces situations ont un dénominateur commun qui va être simplement d'obtenir une équation différentielle dont le second membre va être une simple fonction sinusoïdale. Et en ayant ça, on en a en électricité, on en a en mécanique, on pourra aussi en trouver en optique, en thermodynamique, on a vraiment un petit peu partout. Et ce régime forcé, donc NB, le régime forcé, correspond dans notre équation différentielle à la solution particulière qui reste une fois que le régime transitoire a disparu. Vous vous souvenez que quand on résolvait les équations différentielles, à chaque fois, on avait des termes en exponentielle moins t sur tau qui apparaissaient, et ces termes tendaient vers 0, et il nous restait quelque chose qui était la solution constante, et c'était la solution particulière qui était facile à trouver. Là, ça va être pareil, ce qu'on appelle le régime sinusoïdal forcé, ou régime forcé, régime permanent forcé. Ça va être quand on arrive à un état où on est secoué, on bouge. Donc on n'est pas dans un état où on reste constamment à la même place, mais la manière dont on bouge ne dépend que du forçage, et tout ce qui correspond au régime transitoire a disparu. Vous avez votre exponentielle qui a tendu, qui tend vers 0, donc qui reste une fois que le régime transitoire a disparu. Donc cette disparition se fait en quelques millisecondes pour un système électrique, donc en général, voire quelques microsecondes. Donc pour un système électrique, on atteint très très rapidement le régime sinusoïdal forcé, jusqu'à, plutôt on va mettre jusqu'à plusieurs minutes pour un système mécanique. C'est-à-dire que si je reprends mon petit système qui est là, quand je le fais bouger très vite, il va avoir tendance à bouger à sa pulsation naturelle, et puis au bout d'un certain temps, qui peut être relativement long, vous allez avoir que la petite cigogne se mettra à bouger. Alors je vais l'aider un tout petit peu. Hop. Là, vous voyez que là je lui ai donné une condition initiale qui fait que finalement elle aussi a la même fréquence que sa fréquence propre, et donc quand je le fais, elle va avoir des oscillations à la fréquence que j'impose, mais ça met un certain temps, et donc en règle générale on n'y arrive pas. Alors par contre, quand j'impose une fréquence vraiment très basse, c'est-à-dire que là je me débrouille pour que le transitoire soit quasiment nul tout de suite, et que je monte et je descends, là vous voyez que ça respecte, même s'il y a des petites oscillations résiduelle à la fréquence propre de votre petite cigogne, ça reste quand même relativement, enfin on voit tout de suite le comportement. D'ailleurs on pourra en déduire des choses. Là vous voyez que les déplacements de la cigogne étaient en phase avec mes déplacements à moi, alors que quand on va avoir des oscillations qui sont très rapides, on aura tendance à voir que les oscillations de la cigogne vont être en opposition de phase avec mes oscillations à moi. Alors pourquoi est-ce que c'est important ce régime sinusoïdal forcé? On peut se dire c'est quand même très très particulier quand on secoue quelque chose de manière sinusoïdale. Mais en fait, vous avez que cette secousse sinusoïdale, certes, elle est très particulière, mais si vous connaissez la manière dont répond votre système pour toute secousse sinusoïdale, alors vous pouvez connaître la manière dont va répondre votre système pour toute secousse périodique, quand vous avez un système linéaire. Donc très souvent, comme on a des systèmes en pratique en pratique déjà c'est très souvent rencontré pour soi-même,
Parce que vous avez un GBF, vous avez des vibrations qui sont vibrations mécaniques à une fréquence donnée. Donc en pratique, c'est très souvent rencontré, mais aussi, mais comme n'importe quel signal périodique, ça c'est ce qu'on appelle la théorie de Fourier, n'importe quel signal périodique peut se décomposer comme somme de sinusoïdes. Eh bien, étant donné qu'on a un système qui est linéaire, si vous appliquez en second membre une somme de sinusoïdes, alors la solution de notre système, ça va être la somme des solutions pour chacune des excitations sinusoïdales, et donc on pourra connaître la solution globale. Donc, comme on peut considérer n'importe quel signal peut se décomposer comme somme de sinusoïdes, il suffit de connaître le comportement du système, pour n'importe quelle excitation sinusoïdale. Afin d'en déduire le comportement global. Merci la linéarité quand même, il faut signaler que ça ne marche que parce que nos systèmes sont gentiment linéaires. Bon, alors maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on connaît, qu'on sait ce qui se passe, on sait qu'est-ce que c'est qu'une excitation sinusoïdale et un régime sinusoïdal forcé, on va essayer d'introduire un outil qui va nous permettre de résoudre ça de manière très sympathique. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la résolution d'équations différentielles dont le second membre est d'un sinus ou un cosinus. En mathématiques, c'est vraisemblablement pénible quand vous essayez de rester en cosinus ou en sinus, et vous avez certainement vu la méthode, la bonne manière de procéder, c'est d'utiliser les complexes et de décomposer votre sinus ou votre cosinus sous forme d'une somme d'exponentielles complexes, et les solutions pour chaque exponentielle complexe, elles, vont être très gentilles et très simples. Donc, quand on passe à ce qu'on appelle la notation complexe. Donc la notation complexe, ça va être d'introduire un objet qui n'existe pas, mais sur lequel on va pouvoir raisonner, et à partir de lui, on va pouvoir calculer la solution qui nous intéresse effectivement. Alors, je commence par quelques rappels mathématiques, pour qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qu'on manipule. Donc, rappel mathématique. Donc dans ces rappels, on va s'intéresser aux nombres complexes. Donc en maths, si on a z qui appartient à l'ensemble des nombres complexes, alors on peut écrire on va écrire z comme ça. On peut l'écrire x plus y. Alors, il existe deux réels x, y, tel que vous puissiez écrire votre complexe sous la forme z égale x plus y, ou alors vous avez ce qu'on appelle la forme trigonométrique r cosinus θ plus i sin θ, ou encore on peut l'écrire r exponentielle i θ, et r θ qui sont aussi deux réels, tel qu'on puisse l'écrire comme ça. Alors θ, on peut même l'obliger à ne vivre que entre 0 et pi sur 2, ou entre moins pi et pi, selon ce qu'on préfère. Alors, tout de suite, je vais faire un petit changement important, qui est que comme
En mathématiques, on utilise i pour imaginaire, le nombre complexe tel que le carré vaut -1. En physique, le problème c'est qu'on va utiliser la notation complexe pour notamment l'électricité. En électricité, on a déjà un i qui correspond à l'intensité du courant, et donc on va utiliser une autre lettre, et cette autre lettre, ça va être J. Donc j'efface mes petits i et je les transforme par un J, où effectivement J ça vaut -1. Alors vous savez que en maths, en fait, J c'est exponentielle 2i pi sur 3, de sorte que J cube vaille 1, mais en physique on définit J qui est le I des mathématiciens, donc il faut juste s'habituer à voir des J qui se baladent, mais c'est exactement la même chose, on a juste changé un tout petit peu le nom pour éviter des confusions futures quand on va travailler avec des intensités de courant. Bien, alors on voit tout de suite ici, on remarque que si je veux avoir le R cosinus θ, c'est simplement la partie réelle de mon Z complexe. Donc là, je vais pouvoir introduire une notation, et si j'ai un système qui s'écrit comme ça avec du quelque chose fois cosinus d'un angle, je vais pouvoir regarder le nombre complexe associé en notation trigonométrique et travailler sur le complexe correspondant. Ce qui va me permettre de faire ça, c'est justement la linéarité de mes équations, parce que je vais toujours travailler sur des équations qui sont gentiment linéaires, et puis quand ça sera pas linéaire, il faudra se casser la tête autrement, mais il y a quand même beaucoup d'équations en physique qui sont bien gentiment linéaires et sur lesquelles on va pouvoir utiliser cette dénomination. Alors, on va définir, donc là c'était les petits rappels mathématiques, donc maintenant je vais définir effectivement ce qu'on appelle la notation complexe. Donc, hop. Définition pour la notation complexe. Donc soit un signal sinusoïdal, U de t, alors je l'appelle U parce que j'imagine que je vais manipuler une tension, mais ça peut être un Z de t, un X de t, un I de t, ce que vous voulez. Donc soit un signal U de t sinusoïdal qui s'écrive du coup U de t qui a une certaine amplitude qu'on va appeler U0 cosinus oméga t plus phi. Donc il varie de manière sinusoïdale, on a son amplitude, sa pulsation, sa phase à l'origine, je vous rappelle que ça c'est ce qu'on appelle l'amplitude, ça c'est la pulsation, et ça c'est la phase à l'origine. Donc on va lui associer à ce signal une notation complexe dont on va prendre une dénomination en mettant une barre en dessous pour se rappeler que c'est un complexe, et qui va avoir un lien fort du même type que ce qui est écrit juste au-dessus entre la partie réelle de cette notation complexe et le signal. Donc on lui associe U souligné, sa notation complexe, sous la forme, U souligné, ça va être U0 exponentielle J oméga t plus phi. Vous voyez que le terme U de t, il s'écrit R cosinus θ avec R qui vaut U0 et θ qui vaut oméga t plus phi. Et donc je remplace simplement cette expression-là, donc la notation complexe associée. Et cette notation complexe associée, elle est telle que U de t, donc mon signal de départ, je peux le retrouver simplement en prenant la partie réelle de la notation complexe. Donc en fait, je lui ai rajouté un J sinus oméga t plus phi à l'intérieur en facteur du U0
Et je me retrouve simplement avec, pour pouvoir revenir à la notation réelle, à prendre la partie réelle de notre signal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information supplémentaire? Alors déjà, vous voyez que dans cette expression-là, vous avez un terme devant qui correspond à la vraie amplitude de votre signal. Et qui va être donné, en fait, comme vous avez multiplié par une exponentielle de norme 1, enfin de module 1, et une exponentielle complexe directement, bah, vous avez un certain nombre de propriétés qui est que si vous regardez le module de U, c'est égal à U0 module de exponentielle oméga t plus phi. Or, module de exponentielle oméga t plus phi, c'est 1, donc c'est U0. Donc, quand on veut l'amplitude, la vraie amplitude, d'où la vraie amplitude est donnée directement, quand on a le calcul à faire, il suffit de prendre le module de la représentation complexe. Le but, ça va être de faire les calculs sur la représentation complexe, de déterminer le nombre complexe, la notation complexe U bar qui est associée à votre système, et après de pouvoir calculer, revenir aux caractéristiques, et souvent ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude des oscillations, donc revenir à ces caractéristiques en passant par le module. Alors, une petite remarque, cette vraie amplitude, elle est aussi appelée amplitude réelle, mais ça n'a rien à voir avec une prise de partie réelle. Tôt ou tard, vous allez vous poser la question, quand dans un exercice on vous demande de calculer l'amplitude réelle, dans le sens l'amplitude vraie de votre signal, vous allez vous poser la question, il me parle de réel, j'ai une partie réelle, tiens, ça correspond bien au niveau du vocabulaire, est-ce que par hasard ce serait pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Ce qui vous intéresse pour avoir l'amplitude, c'est le module de votre notation complexe. Alors, donc on permet d'avoir ça. Il y a aussi un autre truc, c'est que en règle générale, quand vous avez un système qui est excité de manière sinusoïdale, tous les grandeurs, que ce soit électriques, mécaniques, enfin tous les trucs qui traînent dans votre système, vont varier avec la même dépendance sinusoïdale. Vont finir par varier quand on arrive en régime sinusoïdal permanent avec la même dépendance sinusoïdale. Donc l'exponentiel j oméga t, il sera partout et ce sera relativement sympathique de pouvoir le simplifier. Donc, si je note U sous forme U0 exponentielle j oméga t plus phi, vous savez que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, donc je peux écrire ça U0 exponentielle j phi exponentielle j oméga t. Et ce machin-là, on va le noter U0 bar, c'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Pour ça que l'autre, par opposition, est noté amplitude réelle, parce qu'on vit dans le monde réel, c'est le signal réel, c'est le vrai signal. Et cette amplitude complexe contient deux informations. Elle contient effectivement l'information sur la vraie amplitude, puisque le module de l'amplitude complexe vous donne la vraie amplitude. Quand vous notez votre U, il va s'écrire U0 exponentielle j oméga t avec votre U0 bar qui vaut U0 exponentielle j phi. Donc, ce machin-là, ça contient l'information sur l'amplitude, contient l'info sur la vraie amplitude. Donc, comme je vous le répète,
c'est ce qu'on appelle en règle générale l'amplitude réelle, mais ça n'a rien à voir avec une partie réelle. Et cette vraie amplitude, c'est donné par le module de cette amplitude complexe, étant donné que l'autre, l'exponentielle J-phi, c'est une exponentielle complexe de module 1. Et sur la phase à l'origine. La phase à l'origine, c'est justement le phi. Et vous remarquez que phi, c'est l'argument de U0, puisque par définition, l'argument, quand vous avez un complexe qui s'écrit R exponentielle Jθ, l'argument c'est θ avec R qui est gentiment réel, et le U0, par définition, c'est un truc qui est juste réel et qui n'a rien de complexe. Bien, donc on a ces deux choses-là, ce qui fait que la plupart du temps, on va pouvoir s'affranchir dans la notation complexe du terme en exponentielle j oméga t qui va se simplifier de part et d'autre de l'équation, et donc on aura une équation simplement sur l'amplitude complexe de notre système, et à partir de cette amplitude complexe, on va pouvoir remonter entièrement à l'expression qui nous intéresse. Remarquez au passage que si vous prenez l'argument de U bar directement, l'argument de U bar, ça va être le oméga t plus phi. Donc on peut se le rajouter juste. Donc remarque, l'argument de U bar, c'est oméga t plus phi. Donc généralement, on cherche à s'en débarrasser, d'où l'utilisation plutôt de on va mettre la flèche dans l'autre sens comme ça, d'où l'utilisation plutôt de l'amplitude complexe qui nous permet d'avoir cet argument directement. Bon, alors maintenant qu'on a ces notations complexes, qu'on va pouvoir utiliser de diverses manières, comme vous le verrez dans les exemples, on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle une construction de Fresnel. Donc la construction de Fresnel, c'est de se dire que, en fait, quand vous sommez des complexes, vous pouvez vous représenter ça de manière géométrique. Une somme de deux complexes, c'est comme sommer des vecteurs dans un plan. Et cette somme de vecteurs va nous simplifier pas mal la vie. Si on écrit U de t sous la forme d'un A1 cos oméga t plus un A2 cos oméga t plus phi. Donc on veut sommer deux complexes dont un dont l'argument est nul, comment c'est simple, et l'autre dont l'argument est non nul, et on veut savoir à quoi ça correspond et comment le faire. Alors de manière générale, là c'est pénible, parce que faut essayer de se remettre avec les formules trigonométriques, le décomposer selon les cosinus, les sinus, remettre en facteur, remettre sous forme d'un unique cosinus. C'est faisable, mais c'est long et c'est ultra pénible. Alors que si on utilise la construction de Fresnel et un tout petit peu de géométrie, vous allez voir que ça simplifie pas mal les choses. Donc là, on peut écrire ça sous la forme U1 de t plus U2 de t. Donc j'ai deux signaux, U1 et U2. On passe en complexe. Et vous allez avoir que le U complexe, c'est U1 complexe plus U2 complexe. Parce que la prise d'une partie réelle, je dois avoir que quand je passe à la partie réelle, j'ai toujours la même chose. Or, la partie réelle de votre U complexe, c'est U de t. La partie réelle de U1 complexe, c'est U1 de t, et la partie réelle de U2 complexe, c'est U2 de t. Et comme la partie réelle d'une somme, c'est la somme des parties réelles, parce que la prise de partie réelle est gentiment linéaire, ça vous donne bien le bon résultat. Donc une équation que vous avez avec des simples sommes, une équation linéaire sur des fonctions sinusoïdales, de même pulsation, alors attention, il faut quand même qu'on ait la même pulsation pour que ce soit facile à faire après, vous donne la même chose, la même relation sur les notations complexes correspondantes. Et donc, à partir du moment où j'ai la même notation sur les notations complexes, si je me mets dans le plan complexe, donc là vous avez
l'axe en partie réelle, l'axe en partie imaginaire. Et je vais dessiner les différentes avec différentes couleurs. Par exemple, on va prendre U2 en bleu comme ça. Hop. Si je prends U2 en bleu et U1 en vert, voilà, où est-ce qu'il est là? Donc U1, on le met en vert. On va commencer par dessiner U1 parce qu'il est plus facile. U1, son terme complexe correspondant, vous avez que U1 complexe, c'est simplement A1 exponentielle J oméga T. Donc si on se place pour faire un dessin AT égale 0, on va réfléchir après qu'est-ce qui se passe quand T change. Donc AT égale 0, vous avez que U1 complexe, c'est simplement A1. Et donc pour avoir A1, vous dessinez ça, une flèche horizontale qui a une longueur A1 et qui a un argument nul, d'où le caractère horizontal vers la droite de la flèche. Si je prends le deuxième, donc mon U2 complexe, c'est A2 exponentielle J oméga T plus phi. Donc ça s'écrit A2 exponentielle J phi fois exponentielle J oméga T. Et ça vaut 1 si T est égal à 0. Ce qui est ce que je suis en train de prendre. Donc je dois dessiner le nombre complexe qui est de norme A2. Il est donc sur un cercle de rayon A2. Donc je peux dessiner mon cercle par exemple comme ça. Donc j'ai un cercle de rayon A2 et je me déplace avec un argument phi et donc par exemple, comme ça c'était bien. Donc je me déplace avec un argument phi. Donc là j'ai une longueur A2 et là j'ai le phi. Comment est-ce que je fais la somme? Tout simplement avec ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. Je remets les flèches dans ce sens-là et la somme des deux va être ici. Et donc là j'ai mon U qui est la somme de U1 qui était là complexe et de U2 complexe. Donc je me retrouve avec le U en rouge qui correspond à la somme U1 plus U2. Alors, ce U, je peux obtenir, on reconnaît que le phi, se trouve à cet endroit-là. Donc pour avoir ce U, je peux essayer de traduire les choses pour avoir les différentes informations. Donc déjà, je peux mesurer d'un point de vue purement graphique l'angle phytote qui se retrouve à cet endroit-là. Ça, c'est une première possibilité. Et donc mon U va s'écrire A tot exponentielle J phytote et puis exponentielle J oméga T, puisque le exponentielle J oméga T, il était en facteur. Ce qui se passe, c'est que si jamais vous changez la valeur du temps, vous allez avoir tout le dessin qui va se contenter de tourner du même angle, puisque toutes les flèches tournent du même angle en même temps. Et vous avez avec Al-Kashi qui vous permet d'obtenir le A-tot, qui est ici. Donc A-tot dans le triangle que je vais mettre ici en jaune, donc dans celui-là. Hop. Il va s'écrire du coup A-tot au carré. Ça va être A1 au carré plus A2 au carré moins 2A1 A2 fois le cosinus de l'angle qui est à cet endroit-là, et celui-là c'est pi moins phi. Donc finalement, ça me fait A1 carré plus A2 carré plus 2A1 A2 cosinus phi. Donc là, par pure construction graphique, on est capable de calculer la valeur de l'amplitude sans avoir à se poser de questions sur les histoires de trigonométrie et de formules trigonométriques. Mais aussi, donc ça, là j'ai fait un calcul, mais on va pouvoir aussi utiliser ça pour raisonner,
pour obtenir, comme on le verra après, au niveau de la résonance, d'un certain lien, quand on a les flèches, des tensions qui ont des liens entre elles parce qu'il y a un certain déphasage automatique quand vous passez d'une résistance à une capacité. Par exemple, vous avez un déphasage de pi sur 2. Quand vous passez d'une résistance à une bobine, vous avez un déphasage de pi sur 2 dans l'autre sens. Donc, vous allez connaître des caractéristiques géométriques de vos flèches, et à partir de là, on va pouvoir essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe entre la somme de ces flèches et le comportement d'après. Donc la relation, la notation de Fresnel, c'est quelque chose qui est simple à utiliser, mais qu'il va falloir travailler pour que vous puissiez vous dire à nouveau à quoi ça correspond, comment est-ce qu'on obtient les choses, et puis pourquoi ma somme va s'écrire de cette manière-là. Alors, bon, au passage, on va pouvoir utiliser il y a moyen de remonter à Phi-tot aussi. Donc remarque, on peut trouver Phi-tot grâce à une formule que je vous laisse redémontrer. Donc c'est cosinus de Phi-tot qui est égal à A2 carré moins A1 carré moins A tot carré sur moins 2 A1 A tot, une fois qu'on a trouvé A tot, puisque tout simplement on utilise Al-Kashi mais pour déterminer ce côté-là qui fait intervenir le cosinus de Phi-tot, et grâce à ça on peut obtenir la valeur correspondante. Ça devient un petit peu difficile au niveau des calculs. La plupart du temps, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de l'amplitude. Et globalement, si le phi est positif ou négatif, mais la valeur exacte de phi, c'est souvent pas ce qui va nous intéresser de prime abord. Mais bon, on est capable géométriquement, vous voyez, de le retrouver avec ce fameux théorème d'Al-Kashi que je vous conseille d'apprendre et de connaître bien, parce que il finit par être utilisé à de nombreux endroits. Alors, quels sont les intérêts de cette méthode complexe? Alors déjà, premier intérêt, c'est justement l'addition grâce à la représentation de Fresnel. Donc la représentation de Fresnel permet de faire des raisonnements géométriques donc qui nous permettent de simplifier un petit peu les choses et éviter de faire trop de calculs. Et éviter de se noyer dans les calculs et vérifier en fait si c'est correctement, si c'est cohérent tout ça. On peut faire des raisonnements géométriques là-dessus. Mais il y a un autre intérêt fondamental, c'est que la dérivation et l'intégration sont très très simples. Vous vous souvenez que les fonctions trigonométriques sont relativement pénibles quand il vient à l'intégration ou à la dérivation. Il faut se souvenir que cosinus il est méchant, donc il se dérive en moins sinus, alors que sinus il est gentil, il se dérive en plus cosinus. Je vous ai déjà répété que dériver c'est tourner de pi sur 2. Et c'est comme ça que je le retiens, parce que tout simplement ça découle de la notation complexe et que ce sera beaucoup plus simple. Donc si on a notre U qui s'écrit U0 exponentielle J phi exponentielle J oméga t. Si je calcule la dérivée du complexe, la dérivée c'est une application qui est une application linéaire. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et donc ça peut, la partie réelle d'une somme de dérivées, c'est la dérivée de la somme des parties réelles. Bref, on peut retourner les choses dans le sens qu'on veut, et donc on peut, si on cherche à calculer la dérivée temporelle de la fonction u de t, on peut s'intéresser à passer en complexe, calculer la dérivée temporelle du complexe, et ensuite prendre la partie réelle de cette dérivée de notation complexe, et ça nous permet d'obtenir la dérivée qu'on cherche. Et donc, quand on fait cette dérivée-là, vous voyez que ce U0 exponentielle J phi ne dépend pas du temps.
Donc je peux le sortir comme ça. Et je me retrouve avec une dérivée temporelle de exponentielle j oméga t. Donc c'est exponentielle alpha t, et ça vous donne alpha exponentielle alpha t. Et donc je me retrouve avec du u0 exponentielle j phi j oméga exponentielle j oméga t. Or, quand vous regardez, u0 exponentielle j phi fois exponentielle j oméga, c'est exactement ce que j'ai ici. C'est donc le u directement, et donc je me retrouve avec du j oméga fois u. On va l'écrire en bleu pour montrer que on a ça. Et donc, la dérivée d'une notation complexe, donc dérivée incomplexe, c'est juste multiplié par j oméga. Dérivée, c'est le multiplier. Alors bien sûr, c'est simple parce que toutes les grandeurs temporelles du système dépendent de la même pulsation. Donc c'est le même oméga. Si vous changez l'oméga, ça change la valeur de la dérivée, mais c'est juste multiplié par j oméga. Et multiplié par j oméga, multiplié par j, ça revient à ajouter pi sur 2 à l'argument. D'où ce que je vous répète depuis le début de l'année, dérivé, c'est ajouter pi sur 2, c'est tourner de pi sur 2. Ben, ça découle de là. Et si vous vérifiez dans les notations, les notations complexes correspondantes avec vous écrivez la forme trigonométrique avec du cosinus oméga t plus j sinus oméga t, quand vous dérivez, multiplier par j, ça vous permet de passer et reprendre la partie réelle derrière, ça vous permet de passer directement à retrouver les expressions que vous connaissez pour les dérivés des différentes choses que vous avez à disposition. Voilà, donc dérivé, c'est multiplié par j oméga, intégré, c'est divisé par j oméga. Alors, dans une certaine limite, c'est-à-dire que il faut juste que la constante d'intégration que vous prenez normalement dans l'intégration soit nulle, c'est-à-dire qu'on reste autour de 0 pour avoir nos fonctions trigonométriques. Donc c'est quand même vachement sympathique pour l'utilisation. Chaque fois qu'on a une dérivée qui apparaît, et donc une équation différentielle, ça transforme les équations différentielles. Donc transforme les équations différentielles en simple équation algébrique sur le corps des complexes. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis le début qu'on fait des équations différentielles linéaires, gentilles du premier ordre et du deuxième ordre, je vous dis l'exponentielle est votre ami, puisque l'exponentielle vous permet de transformer. C'est pour ça qu'on avait trouvé, vous cherchez l'exponentielle alpha t, on avait le polynôme caractéristique qui apparaît sur alpha et qui permet d'obtenir toutes les solutions. Là c'est pareil, sauf que la solution temporelle c'est du exponentiel j oméga t, et on va donc essayer de trouver les solutions correspondantes dans une exponentielle j oméga t. On va terminer par un rappel d'électricité pour les lois d'émail et des nœuds, et après on étudiera plus particulièrement un système donné. Donc, la prise de partie réelle étant linéaire, on a que la partie réelle d'une somme, c'est la somme des parties réelles. Donc en particulier, si vous avez la loi des nœuds, donc ça c'est la loi des nœuds, la somme des courants qui entrent est égale à la somme des i qui sortent, des i sortants. Alors, je peux dire que c'est la somme des parties réelles des i complexes entrants, qui est égale à la somme des parties réelles
des I complexes sortants. Donc la partie réelle de la somme des I complexes entrants doit être égale à la partie réelle de la somme des I complexes sortants. Et si vous avez que la somme des I complexes entrants est égale à la somme des I complexes sortants, ça vous permet de vous assurer que les parties réelles correspondantes sont égales. Alors ça impose en plus qu'il y a égalité des parties imaginaires, mais ça c'est cadeau parce que quand on a choisi la forme de la notation complexe, étant donné que au lieu d'un cosinus vous avez un sinus sur la partie imaginaire, c'est que vous avez juste tout déphasé de pi sur 2 et puis finalement du coup c'est la même équation mais pi sur 2 plus tard. Et donc, vous n'obtenez pas d'informations supplémentaires. Donc, il y a la loi des nœuds, s'écrit de la même manière sur les expressions complexes. De même, quand vous avez la loi des mailles, alors la loi des mailles, elle dit quoi? Elle dit que la somme des U sur une branche, enfin sur toutes les branches dans une maille, donc les branches d'une maille, est égale à 0. Ça me donne automatiquement que la somme des U complexes est égale à 0 quand on s'intéresse à toutes les branches d'une maille. Donc vous avez la même relation et on va pouvoir utiliser les mêmes choses. On verra en généralisant un tout petit peu la notion de résistance, qu'on appelle la résistance généralisée ou alors l'impédance. On verra comment est-ce qu'on peut obtenir des équations qui vont être fort sympathiques en électricité sur ce point.